It's this year to play rugby. Nothing good. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Hourra Rugby, bien sûr. C'est le premier épisode de l'année, donc je vous souhaite une bonne année, plein de réussite, surtout rugbystique, si vous jouez peut-être en amateur. Ou il y a peut-être même des pros qui écoutent ce podcast. Voilà. Qui sait. Bon, peu de chance, mais bon, qui sait. Bref, on va quand même parler du week-end dernier, donc un peu le Boxing Day, donc la 11e journée du top 14. Oyonnax l'a emporté face à Pau à domicile. J'avais parié sur Pau, je me suis foiré. Bordeaux a gagné à Clermont, j'avais parié sur Clermont, je me suis foiré. Bon, autant dire que je pense que c'était les derniers pronostics faits dans ce podcast. Ouais, donc l'UBB, gros coup, ils mettent 40 points à Clermont. Clermont qui n'avait pas pris 40 points ou plus depuis une vingtaine d'années. J'ai cru lire ça. Clermont qui prend le bonus défensif. Donc on verra l'essai casquette que Clermont prend dans les dernières minutes qui ont fait gagner l'UBB. Le lendemain, le Loup fait vraiment peur face à Montpellier. Montpellier qui revient en puissance quand même, il récupère le bonus défensif. Mais bon, il y a quasiment pas eu de points marqués sur les 20 dernières minutes, c'était vraiment très serré. Bayonne l'emporte à la dernière minute sur un super essai qu'on verra tout à l'heure face au Racing. Racing qui est mené quand même 14-0, je crois. Toulon facile face au Stade français qui n'a strictement rien montré. Toulouse qui a envoyé une équipe remaniée, il n'y avait même pas de charnière remplaçante, s'est fait un peu atomiser, enfin moi j'appelle pas ça atomiser, mais bon c'est ce qu'on lit dans les journaux. Mais bon, La Rochelle avec le retour de Eldrit, ils avaient mis la grosse compo, Antonio, Skelton, un peu plus de jeu du côté rochelais, mais bon, est-ce qu'on peut juger ce jeu avec une faible équipe de Toulouse en face? À vous de me dire. L'USAP l'emporte à la dernière minute aussi à Castres. Ouais, Castres qui était en pleine bourre depuis le début de saison. Donc l'USAP qui l'emporte avec un essai de Veredamou, je crois, à la dernière minute. Gros coup des Perpignanais qui mettent encore plus la pression sur Montpellier. Ouais, Montpellier qui est toujours 14e du classement. On va jeter un coup d'œil au classement tout de suite. Donc le Racing toujours devant avec 35 points, suivi de Bègles, Toulon, Pau qui se maintient malgré sa défaite dans le top, comme le Stade français, Castres qui stagne à la 6ème place, Toulouse qui n'a pas, du coup, même pas pris de bonus défensif, La Rochelle remonte et double Clermont qui a perdu, Bayonne du coup reste au contact de Clermont, Oyonnax n'est pas lâché. Le Loup, c'est bon, c'est un peu, ils sont sauvés un peu les fesses là, mais c'est quand même chaud. L'USAP donc qui a toujours 5 points d'avance sur Montpellier, ouais, ça va être chaud. Sachant que les prochains matchs, Montpellier ira à Toulon, Montpellier recevra Toulon et l'USAP recevra Oyonnax, donc à voir. Voilà, on va passer quand même, on va voir les meilleures actions, du moins mes actions préférées. On va commencer par l'essai de Rémi Bagé. Donc comme je l'ai dit, Bayonne l'emporte à la dernière minute. Regardez ce petit coup de pied de Camille Lopez, ouais, sur l'extérieur. Il était tout seul. Face à la nouvelle recrue du Racing, coup de pied de longue ligne, hop, crochet, step intérieur, et ouais, à la 78e, sachant qu'on a le droit de prendre 90 secondes pour transformer un essai. C'est ce qu'avait fait le Garec pour transformer l'essai, ou Tristan Teder à la mi-temps. Il avait préféré attendre la fin du décompte pour ne pas avoir de super coup de renvoi. C'est exactement ce qu'a fait Camille Lopez. Et oui, bon retour des choses. Voilà, sinon, comme je l'ai dit, l'ASM a perdu à la dernière minute dans un stade rempli, ouais, complètement rempli, donc ça fait la maxi clim. Regardez ça. Coup de pied d'envoi, donc les sauteurs clermontois qui sont à peu près à 5 mètres de la zone, il n'y a personne pour défendre. Pete Samu, donc l'Australien, le flanqueur australien qui a déjà une vitesse de dingue pour un flanqueur, va marquer l'essai. Voilà, donc il y avait 35-33, ça finit à 40-35. Bravo l'UBB. Voilà. Sinon, autre news, j'en avais parlé pour c'était un peu la fin de l'ère, je sais pas comment on peut appeler ça, mais l'ère providentielle de Fabien Galtier, où il avait le droit de faire ce qu'il voulait un peu avec l'équipe de France, avoir tous les financements, que tous les clubs soient à sa botte. Et ben c'est plus trop le cas. Donc les clubs s'étaient réunis avec le comité directeur donc de la ligue pour dire bah voilà, on en a marre, faudra peut-être changer de système. Donc il y a des changements, il y a quand même des changements. Je pense qu'ils ont gagné le rapport de force, parce que avant le rassemblement a été fait à 42 joueurs qui étaient mis à disposition pour préparer donc les matchs pour le tour de destination, ce qui va venir dans un mois. Et ben maintenant il n'y en aura plus que 34 en début de semaine. Il y en a plus après le mercredi ou le jeudi, mercredi soir, il n'y en aura plus que 28 qui seront conservés, et les 6
qui sont lâchés vont pouvoir rejoindre leur club et jouer donc la journée du week-end. Voilà. Par contre, quelque chose qui change, c'est qu'ils seront numériquement remplacés en tant que partenaires d'entraînement donc, par des joueurs sélectionnés parmi les autres clubs Top 14, autres que Toulouse, La Rochelle, Bordeaux-Bègles et Racing. Bon, ça c'est un peu limite quand même. Bon, même s'il y avait des chances que ce soit eux, bien sûr c'est eux, hein, les joueurs qui allaient être sélectionnés, mais ça clive un peu les clubs de Top 14. Bon, ils ont l'air d'accord sur ça, hein, du moins. Et ça fera peut-être découvrir aussi le groupe France à d'autres joueurs. Pourquoi pas, hein, c'est plutôt intéressant. Voilà. Sinon, autre chose qu'on a appris, c'est que pour la tournée donc en Argentine de cet été, il y aura 2 matchs face aux Pumas. Et en fait, ça ne concernera que les joueurs peu ou pas sollicités pendant le tournoi, ce qui est normal. Comme ça, le tournoi, on peut le jouer à fond avec une grosse équipe et faire découvrir d'autres joueurs avec les tournées qui n'ont pas vraiment de sens pour l'instant, sachant qu'il n'y a pas encore la Ligue, vous savez, Nation League, l'équivalent là, Autumn Nation Cup, là, ce genre de choses. Donc ça sera, et après bon, il y aura 28 joueurs de rassemblés, et ils seront rejoints, si je ne me trompe pas, par les joueurs issus donc, des clubs vaincus en demi-finale top 14 pour faire 42 joueurs. Voilà. Pour donc les 15 jours de tournée estivale. C'est plutôt pas mal. On parle aussi d'autres matchs. Un match face au Chili ou à l'Uruguay, on ne sait pas encore. Bon, ça fait quand même beaucoup de matchs si on regarde le planning. Pour l'instant, donc le tournoi, on reçoit l'Irlande, bon voilà, ce qui est le classique. Et cet été, ça ferait 2 matchs contre l'Argentine, potentiellement un autre match face à une équipe du tier 3, on appelle ça. Et ensuite l'automne face au Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Argentine. Voilà. On avait aussi parlé du flou qu'il y avait et des sanctions qu'il y avait eu qui ne touchaient pas vraiment le salary cap, mais qui était lié plutôt au manquement de Toulouse et de Toulon par rapport à la transparence du transfert de Colby. Et ce qu'on apprend, donc, je suis pas sûr que ce soit il faudrait vérifier la véracitude de ce poste. C'est pas moi qui l'ai fait, hein, je dis. Mais voilà, de ce qu'on apprend, c'est que Colby demande une relation importante à Toulouse qui n'a pas suivi. Ils sont prêts à faire accepter le départ de Colby, qui semblait sûrement être déjà en contact avec Toulon, et Toulon qui veut récupérer une star, qui est, voilà, bon, ils disent besoin d'un nouvel élan, c'est un peu putaclic, mais voilà, donc Colby et Toulouse signent un accord de résiliation du contrat, donc Colby après signe au RCT pour 3 ans, on ne sait pas trop ce qu'il va avoir un salaire, et avec une dernière année qui est censée être à plus d'1 million d'euros. Les deux clubs s'entendent sur une indemnité donc, de 2 millions, mais plus tard, l'avocat de Colby vient de contester l'accord invoquant un argument juridique très curieux. Il a la possibilité de Colby de signer un CDI avec Toulouse, et que ça entraîne un préjudice moral d'1 million, alors que c'est Colby qui a, il semblerait, initié le transfert, mais c'est quasiment sûr. Il y avait peut-être d'autres raisons à cela. Donc Toulouse finalement cède à la pression de cet avocat. On voit clairement que le joueur c'est juste pour gagner plus, de toute façon on avait bien compris. Et un nouvel accord est trouvé. Voilà. Et l'accord définitif c'est 3 ans RCT, environ 3 millions de rémunération globale. Donc voilà. Et donc en salaire, il est payé donc 640 000 euros par le Stade Toulousain pour le libérer. Et donc le sort de préjudice moral, un truc comme ça. Et ça rentre dans le salary cap. Ça c'est un peu un problème. Et Toulouse reçoit 2 millions d'euros du RCT. Le RCT, quant à lui, paye 375 000 à Colby et donc ça rentre dans le salary cap pour qu'il vienne il y a 3 ans et il verse les 2 millions d'indemnité. Voilà. Le problème, c'est que il semblerait que le Stade Toulousain soit lésé par cet accord. Il paraît-il, ils ont abandonné très vite pour pas aller plus loin. Peut-être que c'était déjà vachement la magouille. Ils se sont peut-être dit, on va peut-être arrêter là, sinon on va peut-être être sanctionné. Ils ont perdu donc quand même 640 000 qui rentrent dans le salary cap, donc pas de quoi recruter et remplacer Colby. Problème sur cette saison-là. Voilà, et le RCT qui, pareil, il signe un accord de départ, mais il ne peut pas assumer parce que au niveau du salary cap, ça dépassait le salary cap. Finalement, ils ont dû trouver le moyen que ça passe. Et bon, le fait que l'avocat dénonce Colby, alors que c'est Colby qui est demandé
qui est demandé à initier le départ, a demandé à quitter Toulouse, prouve vraiment qu'en fait, c'était le mec qui voulait juste piquer des thunes. Hein. Il voulait des pépettes à Toulouse et à Toulon. C'est ce qu'il a réussi à faire. Il n'a rien fait à Toulon, il a quitté Toulouse. Voilà. Comme quoi, ça va être il a beau être un super joueur, c'est surtout une sacrée magouille tout ça. Voilà. Enfin bref, on va pas s'étendre sur ça. On va quand même passer aux dernières infos croustillantes de Midi Olympique. Donc ce qu'on apprend, c'est que Gaëtan Barlow est censé quitter Castres et signer au Stade Français. Stade Français qui a sûrement Ivaldi encore. Voilà. Nyakane sur le départ, il semblerait soit il est paru courtisé par des équipes anglaises ou sud-africaines. Bon, au départ, il a pas vraiment été énorme non plus au Racing. Hugh Jones sera en contact avec certains clubs, on ne sait pas lesquels, mais il avait déjà été en contact avec Bayonne il y a quelques années. Finalement, il n'était pas venu. Mais c'est un sacré joueur, vachement assez technique et tout, ça peut être intéressant. Ben White va remplir, prolonge donc à Toulon. De toute façon il va faire du taf là, maintenant que Sorin est blessé. Jacob Umaga, donc l'ouvreur qui est à Benetton Trevis, parce qu'en fait il était au Waps, mais les Waps ont été liquidés, donc c'est le neveu de Tana Umaga. Finalement ne devrait pas venir à Toulon. Il a été en contact mais préfère rester à Trevis qui est vraiment pas mal en URC Championship là. Sinon ce qu'on apprend de reste, c'est que Dwan Mondermer va rester donc à Édimbourg avec Darcy Graham, les deux vont prolonger, et que Jean-Baptiste Gros est blessé mais n'aura pas de joker. Voilà, on fera un autre épisode pour parler des matchs qui viennent de ce week-end. Après ça sera la Coupe d'Europe. Dites-moi en commentaire si vous faites des pronostics pour ce week-end, ce que vous en pensez. Je vous dis à demain ou après-demain. Enfin voilà. Allez, ciao, à plus.